Donc voilà, nous avec Camille, on va vous présenter un article de Snyder et ses collaborateurs sur le rôle des neurones miroirs dans le bégaiement. Alors, en introduction, on va d'abord faire un bref rappel de ce qu'est le bégaiement développemental persistant, parce que tous les sujets de l'étude dont on va vous parler présentent ce type de bégaiement. Donc, le bégaiement développemental persistant est un trouble de la parole qui est caractérisé par des blocages, des prolongations et des répétitions qui constituent les core behaviors et qui est présent pendant au moins 3% lors de la production de la parole. Alors, dans cet article, ils ont présenté un indicage gestuel. Donc, un indicage gestuel, c'est quoi? C'est le fait de produire un geste avant l'initiation de la parole afin de produire une parole qui serait plus fluente. Et donc, c'est un moyen vraiment qui permettrait d'améliorer la fluence chez les personnes qui bégayent. Donc, il y a différentes ébauches qui sont possibles. Donc, on peut voir les gestes manuels ici, l'ouverture buccale silencieuse, comme celle qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est simplement... Et ensuite, donc, la répétition de syllabes. Donc, toutes ces méthodes ont prouvé leur efficacité et c'est d'autant plus efficace en fait, lorsque l'indicage gestuel est proche en fait, du geste à effectuer ensuite. Et c'est d'autant plus efficace également quand c'est une production endogène, donc c'est-à-dire produit par la personne elle-même. Alors, par rapport au protocole de recherche, la question de recherche des chercheurs était la suivante. Est-ce que la perception et ou la production d'une ouverture de la bouche en silence permettrait de diminuer les comportements principaux du bégaiement, donc les répétitions, les blocages et les prolongations, donc l'ouverture buccale de la bouche, l'ouverture de la bouche, donc c'est vraiment faire. Alors, donc, il y avait 8 participants dans cette étude, 7 hommes et une femme, âgés de 18 à 51 ans, avec un âge moyen de 30 ans. Ils présentaient donc tous un bégaiement développemental persistant à des divers degrés de sévérité et le degré de sévérité a été évalué de façon informelle par les expérimentateurs et ils ne présentaient pas non plus de troubles associés. Alors, les participants ont été testés dans différentes conditions. Une condition contrôle dans laquelle il n'y avait pas d'ébauche et 4 conditions expérimentales qui étaient chacune précédées d'une ébauche. Donc maintenant, on va vous présenter les conditions expérimentales. Alors, dans la première condition expérimentale, c'est le sujet qui produit l'ébauche et il n'a pas de feedback visuel, donc il ne se voit pas réaliser cette ébauche. Donc là, on voit Isaline qui illustre cette condition. Alors, donc, dans la deuxième condition, donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, là, c'est l'expérimentateur qui va produire l'ébauche buccale et ça va fournir en fait un feedback visuel aux participants. Dans cette troisième condition, le participant produit l'ébauche et il a en même temps un feedback visuel de ce qu'il produit. Donc là, ici, on voit Isaline qui produit l'ébauche et qui a le feedback visuel via l'ordinateur. Et pour la dernière condition, là, on fait vraiment un mix de tout, où le participant va lui-même produire cette ébauche gestuelle, ensuite l'expérimentateur aussi, et du coup, vu que l'expérimentateur va produire cette ébauche gestuelle, ça va fournir un feedback visuel de nouveau aux participants. Alors, dans ces différentes conditions, les participants ont été invités à lire à voix haute des passages qui étaient issus d'un même manuel scolaire. Donc, en fait, ils devaient lire chaque phrase, et avant chaque phrase, ils produisaient l'ébauche, donc en fonction des différentes conditions dont on vient de vous parler, et tout ça a été fait en une séance. Nous allons donc passer aux résultats. Donc ici, on vous présente un graphique en barre où vous pouvez voir le nombre moyen de syllabes bégayées en fonction des conditions. Donc ici, c'est vraiment la condition contrôle et c'est là qu'on voit, la moyenne est vraiment la plus élevée par rapport à toutes les autres conditions qui, elles, ont permis de voir vraiment à chaque fois une réduction de cette moyenne du nombre de syllabes bégayées. Donc ensuite, différentes analyses statistiques plus poussées, telles qu'une ANOVA ou des analyses post-hoc, ont permis de montrer vraiment un effet positif de l'ébauche gestuelle sur la fréquence du bégaiement. Et donc vraiment, ça a permis de diminuer le bégaiement et d'augmenter la fluence. Mais une condition n'a pas permis vraiment de se différencier de la condition contrôle. C'est la condition que vous pouvez voir sur la photo ici, donc où l'expérimentateur va produire l'ébauche gestuelle, mais et que du coup ça fournit un feedback visuel aux participants.
Alors ici, sur ce slide, ce qui est mis en italique, ça ne provient pas de l'article, parce qu'en fait, dans l'article, il parle des résultats au niveau du groupe, mais il ne parle pas des résultats au niveau individuel. Donc, on a contacté les chercheurs pour avoir un peu plus d'informations à ce sujet. Les chercheurs nous ont répondu que l'ébauche gestuelle avait fonctionné chez tous les participants, que la taille de l'effet était importante, même si ça avait mieux marché chez certains participants que chez d'autres. Et ils nous ont également signalé que les conditions avec un feedback visuel semblaient aider davantage parce que c'était vraiment proche du seuil de significativité. Et de plus, on retrouve aussi dans l'article que quand on perçoit et qu'on produit l'ébauche, c'est plus efficace que lorsqu'on perçoit ou qu'on produit l'ébauche isolément. Donc malgré tout, il faut faire attention à ces résultats parce que c'est basé vraiment sur des échantillons de lecture et non pas sur du langage spontané. Donc on ne sait pas quels sont les impacts sur la parole spontanée. Et de plus, dans notre échantillon, on avait des degrés de sévérité qui étaient vraiment différents. Donc éventuellement, une condition pourrait être plus adéquate pour un certain degré de sévérité plutôt qu'un autre. Alors, par rapport aux implications pratiques, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet article? Donc, utiliser un miroir en thérapie peut être efficace parce que, comme on a vu, le feedback visuel semble aider les participants. Et voilà, ça a l'air d'être quelque chose vraiment de très simple. Il n'y a pas besoin de formation pour appliquer ce dont on vient de vous parler. Donc voilà, pourquoi ne pas tester? Donc, pour terminer, nous allons parler des prolongations de la recherche. Alors, nous, on a pensé vraiment que ce serait intéressant d'avoir un design longitudinal plutôt que one-shot pour cette ébauche gestuelle, tout simplement pour voir si l'affluence des personnes qui bégayent pourrait s'améliorer davantage, si ça permettrait de se maintenir dans le temps et éventuellement être transféré à la parole spontanée. Donc, si jamais vous avez envie de tester en séance, n'hésitez pas à nous faire part de vos feedbacks parce que ça nous intéresse. Et voilà. Un grand merci pour votre écoute et n'hésitez pas pour les questions. Des commentaires? Moi, j'avais une question. Est-ce que vous savez si ça marche, ce genre de feedback aussi chez les enfants dont on ne sait pas encore si le bégaiement va persister ou pas? Parce que là, vous parlez du bégaiement persistant, mais... Enfin, voilà, est-ce qu'on pourrait... On n'a pas d'informations à ce propos dans l'article. Ils ont tous entre 18 et 51 ans, donc avec un âge moyen de 30 ans. Et ils ne parlent pas de ça, mais en soi, on pourrait essayer. Après, voilà, il faut essayer pour voir si ça peut marcher, mais ça pourrait aussi être efficace. Merci. Quelqu'un d'autre? On a un peu de temps pour nos 2 questions supplémentaires. Alors, je ne travaille pas avec des patients bègues, mais bien avec des patients dysarthriques et qui ont des apraxies de la parole et bucco-lingo-faciale également. Et donc, je constate en effet qu'un feedback visuel est certainement indispensable. Souvent, les patients en phase aiguë ne regardent pas en fait le thérapeute. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, de fixer. Et je pense que c'est vraiment très très important de les éduquer au niveau du regard et de leur montrer les lèvres pour qu'ils puissent un maximum s'en inspirer. Je précise qu'il y a des patients qui ne souhaitent pas travailler devant le miroir parce que souvent les patients après des AVC et tout ça ont un peu difficile au niveau de cette nouvelle image. Mais le thérapeute peut en soi être le miroir du patient. Et donc je pense que c'est vraiment un élément important à retenir dans leur éducation. Un commentaire? Vous n'êtes pas obligé d'en avoir un, hein. Je voulais juste vous offrir la possibilité de répondre. D'autres questions? En fait, c'est un complément à la première question. Justement, est-ce que c'est pertinent de prendre en charge des patients, des bègues qui ne sont pas persistants ou pas? C'est parce que je ne travaille pas avec des enfants ou des adultes bègues, donc je me pose la question. Mais ça dépend donc à quel âge, mais on voit que dans 70 à 80% des cas, donc le bégaiement, il va disparaître. Mais après, donc, on peut informer les parents, on peut avoir une discussion avec les parents
Et ça dépend quel âge a l'enfant, donc il faut déjà les rassurer tout d'abord et leur dire que voilà, dans la majeure partie des cas, ça va disparaître et qu'ils restent attentifs à tout ça, qu'ils observent si au final ils voient que ça perdure. Et si ça perdure, ça peut être important de revenir voir une logopède et on peut faire aussi de la guidance parentale, etc. pour les aider à ce niveau. Donc il y a quand même de la guidance parentale pour les prendre en charge, au moins. Oui, il y a de la guidance. D'accord. Elle n'est pas toujours mise en place, ça dépend vraiment. On peut donner d'abord vraiment des conseils aux parents. Si jamais ils voient que ça continue à persister, qu'ils ont toujours des inquiétudes après 6 mois par exemple, là on peut vraiment entamer une guidance parentale peut-être un peu plus soutenue et suivie vraiment avec les parents. Mais après 6 mois, alors ça passe dans le bégaiement persistant, non? Ça dépend de l'âge, vraiment. Entre 2 et 4 ans, c'est un peu difficile de faire des pronostics sur la persistance, mais vraiment quand à 4 ans, ça continue toujours et qu'il y avait déjà du bégaiement présent, là, les inquiétudes peuvent être quand même plus justifiées et ça risque de perdurer plus facilement à ce moment-là, quoi. D'accord, merci. Merci beaucoup.